peut-être demander à Bertrand Bodichon, donc le président du DECAM, non pas de nous confirmer la crise, mais plutôt quelques remarques sur ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Enfin, en gros, qu'est-ce qui peut faire espérer un rebond ou donner à penser que si l'activité remonte, les recettes publicitaires repartiront avec elle, et qu'est-ce qui peut en faire douter ou en tout cas donner le sentiment de basculement plus profond? Alors oui, inutile de confirmer la crise dans laquelle on est. Elle est effectivement lourde et presque plus que ce qu'on a connu en 2009, qui était jusqu'à présent le référent le plus bas. Ce que nous a appris 2009, c'est qu'on remontait rarement après une crise, pour deux raisons. D'abord parce que les moments de crise sont, et c'est à peu près la seule raison d'espérer et de voir de la lumière au bout du tunnel, les moments de crise sont les moments où on réinvente un tout petit peu les règles de l'efficacité, les règles et l'utilisation des nouveaux médias pour arriver à produire la même efficacité avec moins de budget. Et à l'heure où la plupart des marques ont de moins en moins un problème de création de notoriété pure, mais beaucoup plus de préférence de marque, voire d'accélération de l'acte de vente, de trafic en magasin. C'est vrai que, et c'est bien le thème de la journée, et donc c'est une raison d'être optimiste, c'est vrai qu'en mixant des leviers digitaux aux leviers dits traditionnels qui sont en train de baisser, il y a moyen de gagner énormément en efficacité. Donc, au service des marques et au service du business des marques. Et c'est bien ça que les marques traversent en ce moment. C'est des raisons de générer de la demande là où leurs propres clients ont un vrai problème de pouvoir d'achat. Et ça, à notre niveau, il n'y a pas beaucoup de grandes marques pour lesquelles on travaille dont le business se porte bien, il faut bien le dire. Et donc, on n'est pas dans un cycle, je dirais, structurel de volonté d'économie de la part des annonceurs. On est beaucoup plus dans un problème conjoncturel de baisse majeure du pouvoir d'achat, avec, si je prends l'exemple de la distribution, avec une part par exemple des marques distributeurs qui a pris une part très majeure dans les grandes surfaces, donc moins de linéaire pour les marques traditionnelles, et donc des marques traditionnelles qui sont aussi, elles aussi, obligées d'aller chercher dans le numérique et dans le digital des façons de reconstituer un chiffre d'affaires qu'elles ont plus en physique. Donc, tu veux dire que c'est le mouvement de bascule, il est presque involontaire, ou plus exactement, c'est pas un mouvement stratégique des marques de réapproprier ou de déplacer une certaine masse de dépenses vers du brand content, vers du numérique. Ça serait plus un mouvement un peu défensif de moments de crise dans lequel, du coup, réintégrer des développements à l'interne, ça permet de moins dépenser dans les médias ou... La plupart des modèles de communication, avant, traditionnellement, dans l'ère du mass média, ils étaient orientés sur la génération de notoriété pure et de considération. Donc c'était le bon vieux modèle où plus on parlait fort dans le micro et plus on avait des chances d'être entendu. Ce modèle-là a vécu. Et aujourd'hui, avec l'avènement du digital, les marques ont beaucoup plus un problème de génération de préférences de marque auprès de leur population, et donc ont besoin d'aller investir les médias digitaux ou le brand content ou des voies non traditionnelles pour pouvoir rentrer un peu plus en relation et en interaction avec leur public. Premier point. Deuxième point, dans une période de crise comme aujourd'hui, elles ont besoin d'utiliser tout ce qui est à leur disposition comme médias digitaux pour générer directement de la demande, du trafic en magasin, des moyens d'achat déportés, et en fait raccourcir la distance qu'il y a entre l'exposition publicitaire traditionnelle et l'acte d'achat. Et là aussi on a des raisons d'espérer, tous les médias qui, en utilisant le digital, tous les médias traditionnels qui, en utilisant le digital, raccourcissent la distance qu'il y a entre l'exposition primaire et l'acte d'achat ou l'envoi en magasin ou le trafic, tous ces médias-là s'en sortent bien avec une reprise de valeur. J'en veux pour preuve, par exemple, un spot télé shazamable sur lequel on peut prolonger l'expérience sur un deuxième écran. Ces spots télé-là sont vendus plus cher
parce qu'ils permettent une autre expérience derrière, soit créer une nouvelle expérience avec la marque, soit directement d'accéder à un site marchand et d'acheter. Donc, c'est exposition plus génération de leads à ce moment-là. C'est ça. Et quand on raccourcit les deux, et quand on raccourcit le temps qui s'écoule entre l'exposition initiale et l'acte d'achat, finalement, le média s'en sort. Et du coup, j'en arrive au thème de notre conférence. Peut-être que ce qu'il y a au-delà de l'audience, c'est de la performance. Aujourd'hui, on est très dans la valorisation uniquement de l'audience, sans forcément avoir inventé les données, les métriques qui permettent de dire comment je passe de l'audience à l'efficacité. Et là, il y a une vraie voie, pour tous les médias, y compris les médias traditionnels, à aller chercher du côté de l'efficacité de quoi reprendre de la valeur. Encore une fois, un spot Shazamable qui donne directement accès à un site marchand est vendu plus cher qu'un spot qui n'amène à rien du tout. Peut-être d'abord Pierre Bersagol, donc en tant que directeur de la communication d'Auchan, d'abord, est-ce que vous confirmez l'analyse? Effectivement, l'efficacité est au cœur des requêtes des annonceurs. Et ce qui change aujourd'hui avec le numérique, c'est qu'on peut prouver l'efficacité. Ça, c'était une grande révolution que beaucoup n'ont pas encore bien perçue. C'est la capacité d'accéder, au-delà de l'audience, au ROI. Vous savez, le fameux adage, j'ai 50% de mon investissement publicitaire qui me rapporte, mais je ne sais pas lequel. Maintenant, cet adage est en train d'être complètement mis à bas, ce qui veut dire que les annonceurs vont chercher de plus en plus des médias qui leur permettront de démontrer l'efficacité de leurs investissements. Et comme les médias se numérisent de plus en plus, on va pouvoir véritablement comparer les médias, non pas en termes d'audience, mais en termes d'efficacité publicitaire. Efficacité publicitaire, c'est-à-dire également efficacité sur les ventes, puisqu'on va de plus en plus pouvoir tracer les consommateurs et pouvoir véritablement mesurer leur niveau d'exposition par rapport à leur capacité à acheter. Donc ça, c'est un point central. Alors pour revenir au brand content, c'est vrai que les marques cherchent de plus en plus à avoir une relation un peu plus approfondie avec leurs prospects ou leurs clients et cherchent à nourrir leur capital d'image en enrichissant la relation. Cet enrichissement de la relation, il peut se faire de plein de façons. Et c'est vrai aussi que les médias disposent pour ce faire de possibilités parce qu'elles ont elles-mêmes des marques. Ces marques sont elles-mêmes génératrices d'un certain nombre de valeurs. C'était le cas de Top Chef, c'est ce qui nous intéressait chez Top Chef. Ce qui nous intéressait, c'était la capacité de réutiliser les valeurs de la marque média pour pouvoir nous les approprier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne s'est pas contenté de sponsoriser une émission. Ce qu'on a recherché avec les équipes d'M6, parce que c'est un travail très, très, très en commun, c'est de prolonger l'expérience Top Chef sur nos propres médias, voire dans nos magasins. Et c'est ce travail un petit peu plus en profondeur qui permet véritablement comme je disais, de prolonger la relation et de la concrétiser pour les gens. Et le déficit d'indicateurs ou de KPIs, pour parler en bon français, qu'évoquait Bertrand, vous le ressentez aussi, pas spécialement sur cette opération, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes en difficulté parfois pour évaluer l'efficacité ou en tout cas l'efficacité de vos actions par rapport à vos critères à vous, au vu des plans ou comptes rendus qu'on vous fournit? On n'a pas aujourd'hui effectivement des outils qui nous permettent façon totale de suivre le parcours d'un individu. On rêve tous de bénéficier d'éléments single source qui nous permettraient, quel que soit le passage des individus dans les médias, de pouvoir mesurer véritablement quelle était l'audience et en quoi cette audience a généré des achats. Mais je trouve qu'il y a une évolution quand même extrêmement rapide des moyens technologiques qui nous permet quand même d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Nous avons mené avec l'équipe M6 un certain nombre d'études. Donc nous avons des études qui sont de notre côté qui mesurent effectivement l'impact de l'émission sur les ventes. Et il y a eu un impact de l'émission sur les ventes, ça je vous confirme. Il y a eu un impact très fort sur l'image de la marque, de l'entreprise,
parce qu'il y avait une vraie corrélation entre l'émission elle-même et notre activité, entre les valeurs de l'émission et nos propres valeurs. Et puis parce que le traitement qu'on a fait de cette émission ne mettait pas la marque trop en valeur, mais la faisait participer à l'émission elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. Donc à partir du moment où une opération est bien construite, bien orchestrée, ça marche, oui, je confirme que ça marche. Et c'est quelque chose qui est réplicable. Vous avez en gros, soit la solution, deux chemins pour les marques, continuer à s'associer à des médias et comme dans Top Chef, plus intimement, de manière plus liée, plus forte, mais en restant dans les postures traditionnelles. Et l'autre, qui est la voie extrême, c'est Red Bull, c'est de devenir elle-même un média. Et de tout intégrer, la production de contenu, etc. Ou l'équilibre ou la voie pour Auchan. La question est celle de la puissance. Qui apporte une puissance instantanée aussi forte qu'une chaîne de télévision comme M6 à 20h30 ? Avant qu'Auchan soit capable de générer autour d'elle une audience aussi forte, il va se passer beaucoup de temps. Donc on peut générer des programmes, on peut générer du contenu, mais ce qu'on va surtout chercher à faire, c'est de profiter de la puissance de l'émission pour faire venir à nous les gens qui sont intéressés par la marque. Mais de là à ce que nous-mêmes, nous générions une audience, moi je n'y crois absolument pas. D'ailleurs, toutes les entreprises qui ont créé des chaînes de télévision, à ma connaissance, sont tous toutes arrêtées, ou en tout cas ce sont des chaînes qui vivotent. Parce que comment intéresser les gens qui sont déjà tellement sollicités par les médias traditionnels ? Je crois qu'il faut être extrêmement modeste. Robin Leproux, peut-être votre version de l'opération Top Chef. Comment vous l'avez vécu ? Comment ça se passe de travailler aussi près avec un annonceur ? Écoutez, je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour des raisons de confidentialité évidemment, mais de notre côté, il s'agissait de profiter de l'ensemble des éléments disponibles chez M6, c'est-à-dire la marque de l'émission, les personnalités, les valeurs de l'émission, le digital, d'aller vraiment de la manière la plus complète. Et comme le disait Pierre, c'était une mobilisation vraiment de l'équipe programme à l'ensemble des équipes web et brand content du groupe. Voilà, sinon, évidemment, il y a un aspect quantitatif qu'on va garder pour nous. Mais pour vous dire quelque chose de supplémentaire pour M6, c'est quelque chose qui correspond à M6 depuis 20 ans, c'est-à-dire que M6 est réputé pour créer des marques, lancer des personnalités d'antenne. Et là, avec cet exemple Top Chef, on a travaillé une marque lancée sur la chaîne, des animateurs, des chefs, des gens qui étaient inconnus, il y a encore, sauf les très très grands chefs, il y a quelque temps du grand public, et faire des produits dérivés, aller sur le web. C'est la marque de fabrique depuis 20 ans de la6, c'est dans notre ADN, on est en plein dans votre sujet, et on a plusieurs manières de monétiser notre audience, soit en B2B avec des programmes et s'associer aux marques de la manière la plus large, comme on vient de le dire, et on pourra peut-être évoquer tout à l'heure, dans nos écrans, on a aussi une manière additionnelle, plus presque B2C, de trouver des chiffres d'affaires complémentaires. À la fois, lorsqu'on crée Top Chef, on ne sait pas très franchement qui va être le partenaire, puisqu'on fait ensuite un appel au marché pour savoir quelle marque veut s'y associer. Mais comme l'a dit Pierre, la clé d'une opération vraiment réussie pour une marque, pour une entreprise qui s'associe sur une émission longue, Top Chef, ça dure plus de 4 mois. À l'antenne, les Français suivent cette émission très longtemps. C'est de travailler pendant presque plus de 6 mois avec les équipes de l'entreprise, ses valeurs. Et quand je dis ces équipes, ce sont plusieurs métiers, c'est comprendre sa sensibilité. Et là, c'est un travail très très fin. C'est beaucoup de monde chez l'entreprise partenaire et beaucoup de monde chez M6. Voilà. Et à chaque fois, s'adapter à cette culture d'entreprise, à son cycle de vie, à son métier, bien entendu. Mais ce ne sont pas des mots en l'air, c'est un travail très très fin et exhaustif. Et sur l'aspect plus l'évolution structurelle de la régie, de la façon de travailler, d'ailleurs, est-ce que ça sera plutôt au niveau de la régie, au niveau de l'ADEX, au-dessus, que ce travail et ce mix cette intégration progressive de données,
l'entrée dans le big data, pour employer un mot tarte à la crème, est-ce que ça va être géré, est-ce que d'abord c'est une nécessité? Est-ce que ça sera plutôt géré au niveau d'M6 parce que vous avez la taille suffisante pour ça? Est-ce qu'il faudra faire remonter ça au niveau de l'ADEX auquel vous appartenez? Non, on n'est pas au niveau de l'ADEX pour ce type d'opération. Bon, c'est vrai, Bertrand a eu raison d'insister. On a fait notre mutation, nous, il y a un peu plus d'un an. Chez M6, on s'est réorganisé. Et pour répondre exactement aux demandes du marché qui étaient évoquées par Bertrand tout à l'heure, c'est-à-dire que les marques, lorsqu'elles viennent sur M6, sur une émission, sur un contexte programme ou sur un élément de puissance, veulent vraiment avoir des interlocuteurs qui sont capables de leur proposer l'ensemble des possibilités et d'avoir tout ça en face d'eux lors d'une réunion. Donc on s'est organisé, on est au même étage, 4 bureaux voisins, entre le patron du brand publishing, encore une fois, celui du commerce classique, le digital. Ça, c'était un peu une révolution chez M6 qui, il y a encore 2 ans, avait une régie web totalement autonome. Voilà. Bon, on a fait cette mutation et ensuite, on retrouve les qualités d'M6, c'est d'être assez petit, assez agile, et d'aller vers nos clients, tous ensemble, se mobiliser, de répondre à un pitch instantanément avec toutes les réponses possibles de la chaîne, qui sont nombreuses, puisqu'on a plus de marques que nos concurrents, et on a plus d'animateurs disponibles qui travaillent chacun avec une, voire maximum 2 marques, et un développement digital qui va jusqu'à faire des choses très sophistiquées, des web-séries, on parlera peut-être du 2e écran, bien évidemment. Xavier Spender, peut-être, pour rester dans l'univers des médias, disons, et des marques médias traditionnelles, avec l'équipe qui est présente à la fois aujourd'hui en papier, en numérique et puis en télévision depuis décembre dernier, en tout cas sur la TNT depuis décembre dernier. Ces problématiques de connaissances plus fines de vos lecteurs, internautes, téléspectateurs, pour construire peut-être ou pour faire évoluer vos offres commerciales et le service que vous apportez aux annonceurs, comment ça se travaille, est-ce que je crois qu'il y a eu d'ailleurs un travail de réingénierie entre guillemets de la régie chez vous et sur quoi ça a abouti? Alors oui, on est vraiment au cœur du problème. Hein. C'est vrai que venant historiquement du média papier, on a nous l'habitude de vendre 300 000, aujourd'hui 270 000 journaux à des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent déposer 1 euro, 1,10 € tous les matins chez leurs marchands de journaux. Et donc c'est vrai que le digital est vraiment au cœur de la transformation qu'est en train de subir l'entreprise. Je dirais même qu'est en train de subir le groupe Amaury. Et c'est vrai que pour nous qui n'avons aujourd'hui sur cet ensemble de lecteurs que 7000 abonnés, pourquoi ? Parce que les matchs de football se terminant relativement tard, le bouclage du journal se fait également très tard et qu'une fois sur 2, le journal arrive chez l'abonné avec un jour de retard, ce qui n'est pas acceptable en termes de promesses clients. Et donc c'est vrai qu'on a un nombre très limité d'abonnés, je le disais 7000. Et donc, pour nous, le digital nous permet de construire cette relation avec le lecteur. Et donc, c'est toute l'entreprise qui est en train aujourd'hui de se réorganiser autour déjà de l'ensemble des médias autour de la marque L'Équipe. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de marques, mais on a une marque qui a une notoriété très forte. Et cette marque, elle a une vraie chance, c'est d'être présente sur à peu près tous les médias, sauf en radio. Et donc, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de se reconstruire autour de ce qui fait notre force et nos valeurs, c'est-à-dire la marque, et la capacité qu'ont les 300 journalistes de la maison à produire des contenus qui sont des contenus qui intéressent un grand nombre de personnes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la régie, de son côté, a fait une mue équivalente, peut-être pas à la même échelle, mais à celle qu'a pu faire M6 Publicité, c'est-à-dire être capable de répondre aux attentes multimédia, alors on dit même chez nous omnimédia, de la marque L'Équipe, en répondant au travers des opérations spéciales, au travers de l'Équipe 21, au travers du journal, au travers des médias digitaux, pour être capable d'avoir une réponse globale avec un seul interlocuteur et être capable de couvrir ainsi l'ensemble des besoins que peuvent aujourd'hui avoir les annonceurs. Et c'est vrai que la relation avec l'audience ou la relation avec le ciblage est au cœur de la problématique de la régie et de l'éditeur. Juste un point, comment vous faites travailler dans cette stratégie
la régie et ceux qui, au quotidien, produisent vos programmes et vos contenus. C'est pour l'équipe. Ouais. Comment on fait déjà en travaillant en très forte proximité, hein, c'est-à-dire que les équipes qui sont en charge de la commercialisation des produits, eh bien, interviennent assez tôt dans les processus de lancement des produits. Tout à l'heure, on parlait chez Numéricable d'une annonce. Alors nous aussi, on a des annonces qu'on va faire lundi matin. On a une journée d'avance sur nos amis de Numéricable. On va lancer tout un tas de nouveaux produits, un nouveau journal, des nouveaux produits digitaux. Bien évidemment, la régie a été très en amont dans la réflexion, dans le travail, dans l'identification des besoins du marché publicitaire sur l'ensemble de ces produits. Et avec un passage éventuel, enfin, ou la composition d'offres qui effectivement sortent de l'OPSP au sens un peu ponctuel et sur mesure du terme, pour peut-être aller vers une intégration plus systématique d'un mix plurimédia, enfin numérique et média classique ou... Je crois qu'on est obligé, si demain on veut conserver la valeur, de la valeur publicitaire sur un marché qui devient pléthorique, particulièrement sur le digital, on est obligé d'avoir une réponse globale et une réponse très spécifique à chaque besoin d'annonceur. Donc ça veut dire que en amont, eh bien, on va réfléchir au problème du digital, au problème des bases de données qu'on peut avoir également chez nous. Et puis, on va demander aussi aux éditeurs un peu plus de souplesse dans la réponse qu'on peut faire à une demande d'un annonceur. Logiquement, le passage à un raisonnement plus à la performance, ça devrait amener aussi une évolution des modes de tarification, enfin, ou des modes de rémunération. C'est des choses qui sont déjà dans l'air ou qui se... C'est un des éléments. Nous, on considère qu'il y a quand même une valeur d'environnement. Et donc, finalement, la performance, ça peut être un des éléments de la valorisation du média, mais sûrement pas l'unique moyen de le faire. Donc, c'est vrai que pour ça, vous le savez, on a lancé avec 2 autres partenaires une plateforme Data Exchange qui peut répondre d'une certaine mesure sur le digital à cette problématique de la performance. Mais par contre, on essaie surtout, nous, d'enrichir notre proposition de valeur en mettant à la disposition des annonceurs et du marché des dispositifs spécifiques. Et là, notre objectif, c'est vraiment d'associer un annonceur, une opération, une marque, un produit à l'ensemble de la marque, l'ensemble de nos supports. Et on n'est pas dans des modèles de valorisation à la performance dans ce cadre-là. Bertrand, tu veux dire un mot sur le sujet ou plus tard? On ne peut pas dire que pour le moment, les modèles de commercialisation à la performance soient pléthores dans les médias traditionnels. Ceci dit, je pousse dès que je peux à reconsidérer la position parce que je suis absolument convaincu qu'il y a moyen de reprendre de la valeur. Alors évidemment, ça ne peut pas être le seul mode de prise de revenus pour les médias. Évidemment qu'il y a une valeur d'environnement, mais je suis assez convaincu qu'on a intérêt tous collectivement à réfléchir un peu plus à une meilleure valorisation de la performance apportée par les médias. Pierre l'a dit, on n'a pas beaucoup parlé d'agence dans l'opération Top Chef, mais j'imagine qu'il y en avait une et une très bonne. Le boulot de l'agence média dans ces cas-là, c'est de réfléchir à l'alignement qu'il y a entre le mode de tarification et la performance qu'on cherche à atteindre. La performance, Pierre l'a dit, dans le cas de Top Chef, décidément c'était en après-midi, Pierre, dans le cas de Top Chef, il y avait 2 objectifs. Il y avait un premier objectif, c'était d'associer des valeurs à une marque. C'était pas créer de la notoriété pour Auchan. Auchan doit être à, j'en sais rien, 85% de notoriété. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est de créer de la préférence de marque. Donc le premier niveau de performance sur lequel il faudrait qu'on discute, et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on achète, et c'est pas la monnaie qui s'échange sur le marché, c'est une espèce de GRP préférence de marquisée qui parle de valeur et qui parle pas simplement de nombre de gens que j'ai touchés. Et aujourd'hui, la monnaie qu'on échange, et c'est l'une des grandes complexités de notre discours autour de la performance, ça commence déjà par quand je veux créer de la préférence de marque, il faudrait que j'achète de l'impact à ce niveau-là et pas au niveau traditionnel de la notoriété. Donc il y a un premier travail que le marché a intérêt à faire.
qui est de dire que, évidemment, quand on fait une intégration éditoriale aussi forte que celle de Top Chef, ou aussi forte que quand on fait une opération plurimédia autour de la marque L'Équipe, ce qu'on est en train d'acheter à ce moment-là, c'est le transfert de valeur entre la valeur de la marque L'Équipe et le contrat de lecture qu'il a avec son lectorat. C'est ça que l'annonceur essaye d'avoir. Et ça, il n'y a rien dans toutes les métriques dont on discute toute la journée sur le marché dans nos métiers, il n'y a rien qui nous permet de le chiffrer, ni de le valoriser, ni donc de l'acheter. Je pense que pour des grandes marques médias qui, puisqu'on est à l'ère du numérique, et c'est le thème de la journée, ont toutes gagné, surtout les marques de presse, ont toutes gagné grâce au digital une audience extrêmement importante. Elles ont toutes quasiment multiplié par 4 leur audience grâce aux médias digitales. Je pense que vraiment l'une des voies de la meilleure monétisation de cette audience additionnelle, c'est d'aller chercher ce rapport qu'on achète quand on achète une opération avec la marque L'Équipe, par exemple. Ce qu'on achète, c'est ce transfert de valeur et ce transfert de marque et ce supplément de préférence de marque qu'on achète en achetant la marque L'Équipe. Et pas simplement l'exposition publicitaire papier d'un côté et une exposition publicitaire digitale très forte, mais divisée par 12 en termes de prix, dès qu'on parle d'Internet. Ce qu'on vient acheter, c'est les relations entre une marque média et son public, et c'est ça que les annonceurs demandent, et ça a une valeur qu'on ne discute pas aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau de performance. Le deuxième niveau de performance, c'est quand on cherche directement à générer des ventes et des achats. Et ça, je peux comprendre que c'est un vrai risque à prendre, mais pourquoi pas imaginer un modèle avec un système de fixed fee minimum, un prix moyen à la page à la casse, enfin très bas. Et un success fee. Et un success fee basé sur les ventes. Je suis convaincu que quand on parle de marques médias puissantes comme celle qu'on vient d'évoquer, je suis absolument convaincu que les annonceurs y trouveront leur compte et les médias aussi. Parce que là, la conférence d'avant, c'était formidable. On est tous à la recherche de 20 milliards d'euros pour équiper la France d'infrastructures, etc. Il y a bien un moment, il va falloir que cette audience additionnelle, que le numérique, qui va coûter 20 milliards à développer en France, trouve des moyens de monétisation. Bah, peut-être que si on réfléchit un tout petit peu à ce que c'est que la performance qu'on demande aux médias au service des annonceurs, il y a moyen d'avancer. Peut-être pour donner la parole à Stéphanie Hospital, quand on est opérateur, donc, et quand pour le coup cette connaissance du client, on l'a à travers le suivi de son parcours quotidien sur Internet, potentiellement aussi sur le mobile et sur la télévision, comment ça se traduit en termes de valorisation est-ce que ça permet de créer des solutions plus riches, plus denses, de valorisation de ce contact sur le portail dans les différents environnements d'Orange, pour Orange lui-même et pour ses partenaires? Alors oui, effectivement, quand on s'appelle Orange, on est à la fois un opérateur, on est un acteur du monde des médias, on est un grand annonceur, et on a surtout accès depuis fort longtemps à des utilisateurs, de manière très personnelle, d'autant plus dans le mobile. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important de pouvoir valoriser ça, premièrement par une meilleure connaissance des besoins de nos clients et la capacité à continuer à développer notre audience, et notre audience non pas simplement dans un objectif de monétisation, mais aussi pour mieux vendre nos services. Je pense qu'avant tout, moi quand je pense audience, je pense média, je pense média digital et capacité à s'autosuffire pour capturer des usages, capturer des utilisateurs et derrière pouvoir développer des services. Donc pour moi, avant tout, on est aujourd'hui dans un univers où on a accès à énormément de données, des données qui sont de plus en plus personnelles, et on essaye d'abord de les utiliser pour pouvoir être capable de mieux adapter nos services mobiles, nos services d'opérateurs à nos clients. Et puis derrière, répondre aux besoins des annonceurs aussi en leur permettant d'avoir une audience plus qualifiée et de passer d'un modèle où on était dans un modèle de site de destination à un modèle d'audience où on va raisonner par segment. Et c'est là où le digital, quelque part, est assez impactant pour l'ensemble de l'économie quand on parle de création de valeur, quand on parle de monétisation. C'est que finalement, avec un média digital, on est beaucoup plus efficace. On est beaucoup plus efficace et pendant des années, on a dépensé beaucoup de campagnes, de sommes d'argent autour d'un média comme la télé, sans avoir la capacité à pouvoir véritablement mesurer l'efficacité ou en tout cas de manière aussi mathématique, aussi rationnelle que celle qu'on a aujourd'hui sur le média digital, où on est capable de pouvoir tracer
l'efficience d'une campagne, le ROI. Et du coup, ça pose des questions globalement sur est-ce que durablement on va continuer à avoir un chiffre d'affaires publicitaire qui, lorsqu'il va se déporter vers le média digital, va être aussi conséquent. Quelle est la réaction pour des médias plus traditionnels de pouvoir se remettre en cause pour pouvoir continuer à investir dans des contenus, à investir dans des... Est-ce que le travail de qualification et réellement de valorisation de l'audience et de construction d'un tracking, je dirais, intelligent, qui ne soit pas intrusif, mais en tout cas d'un vrai marketing du contact, est-ce que ce n'est pas encore plus devant nous que derrière C'est certainement devant nous, avec un impact où aujourd'hui, des acteurs plus traditionnels qui sont moins numériques vont avoir face à eux des acteurs qui arrivent, qui ont accès à un grand nombre de données et qui peuvent vendre de manière plus efficace des données qui sont aujourd'hui peut-être en valeur moins importante, mais en même temps plus efficace. Donc il y a quand même une question de est-ce que globalement l'industrie de la monétisation de l'audience des médias traditionnels ne va pas se réduire dans un monde qui devient de plus en plus digital, où on peut, de manière plus efficace, arriver à mesurer le ROI. Et c'est toute la question qu'aujourd'hui se pose autour des places de marché et de la façon dont on est passé d'un modèle de destination à un modèle d'audience peut-être plus qualifié, peut-être plus, mais en même temps avec une valeur unitaire moindre. Sérieusement, il n'y a pas plus post-testé pour les gens qui font ce métier que la télévision. Tous les jours, mais si vous voulez, moi, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai commencé chez M6 en 92. Avec Xavier, on lançait déjà des produits qu'on ne médiatisait que sur M6, qui était à l'époque une petite chaîne. 25 ans après, il y a des campagnes de produits dont on est les éditeurs et dont on mesure plus que le ROI, on mesure la vente. Voilà, si je peux parler d'un disque, je peux parler, je sais pas, vous avez tous entendu parler de Génération Goldman. Voilà, on l'a imaginé, on l'a produit, on l'a médiatisé que sur M6. On a vendu 750 000 disques physiques. Bon, ça, on le mesure. Ensuite, quand il s'agit des acteurs Internet, quand Zalando a envie de percer sur son marché, il va sur TF1, il va sur M6. On est archi post-testé, heureusement. Sinon, je pense que ce sera un peu prendre nos clients pour des idiots. Le sujet du digital, bien sûr, il est capital. D'ailleurs, on est devenus très digitaux. Les grands groupes de télévision le sont. Et l'avenir de la télévision, qui est de plus en plus consommée et qui fait de plus en plus bouger les produits dans les magasins, ça nous oblige à nous remettre en question et à le devenir. Et d'ailleurs, Orange, qui est un grand partenaire d'M6 avec M6 Mobile, on a 2,5 millions d'abonnés avec Orange, cette grande entreprise, qui sont générés et par le travail des équipes sur le terrain et l'expertise d'Orange dans son métier, mais marketés par les équipes d'M6. Donc des preuves, on en a à l'infini. Ça ne nous empêche pas de construire, et là je veux rejoindre une fois de plus les propos de Bertrand et la démonstration de Pierre, on doit devenir de plus en plus digitaux. Pour nous, le second écran, parce que c'est une consommation de la télévision qui s'accélère très 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 vite. On fait de la télé enrichie aujourd'hui et on va dans la foulée, mais là il faut y aller de manière efficace aussi, faire de l'écran enrichi. Et d'ailleurs, on sera hors CSA, si j'ose dire, avec de la publicité enrichie. Mais à ce stade, on éduque en information, en programme de flux, en fiction, nos téléspectateurs à regarder avec une tablette et un smartphone la télévision. Et là encore, on constate une augmentation de la télévision sur toutes les cibles d'âge en durée, mais grâce aussi à cette nouvelle manière de regarder la télé. Donc la télévision n'est pas morte, mais je crois que personne ne l'avait enterrée. Même pas Stéphanie. Tu voulais rajouter un mot ? Le point que je voulais mentionner, c'est qu'on est dans une transformation digitale assez radicale, qui veut dire que du coup, les annonceurs vont certainement être beaucoup plus exigeants dans la façon dont on va pouvoir avoir un retour sur investissement sur les campagnes qui ont été faites. Et ça, pour moi, ça va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va rentrer dans une consommation de plus en plus mobile, de plus en plus digitale. Donc je ne dis pas que la télévision est morte, au contraire, il n'y a jamais eu autant d'usages télévision, mais c'est des usages qui se déportent sur des médias aujourd'hui qui ont un ROI qui est peut-être plus facile à mesurer,
qu'ils ne l'étaient par le passé. Et c'est tout l'enjeu qu'on a collectivement dans l'industrie à essayer de réconcilier cette vision télé avec une vision digitale et aller jusqu'au point de vente. Cyril, peut-être, puisque là aussi acteur pure player digital, en tant que régisseur et en même temps en tant qu'opérateur de solutions de paiement de contenu. Effectivement, on est peut-être moins uniquement attaché au modèle publicitaire parce qu'on est dual, on a une plateforme de service digital avec une plateforme de service de paiement digital et une plateforme de service de publicité digitale. Et si on parle de la monétisation d'audience, a priori, c'est qu'il y a un problème. Le problème est que la monétisation aujourd'hui n'est pas suffisante pour financer les contenus et les services. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Sinon, finalement, à cette heure-là de la journée, avec ce temps magnifique, en fait, on aurait d'autres occupations. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème et il est récurrent puisque ça fait 15 ans qu'on trouve que les recettes publicitaires sont insuffisantes pour financer les contenus. Et ça a provoqué à la fois des mouvements de méfiance vis-à-vis en fait d'Internet, des mouvements d'accélération, des mouvements en fait de crise. Mais aujourd'hui, il y a clairement toujours, 15 ans ou 17 ans après, un problème de monétisation de l'audience. Sur la publicité, le problème de monétisation de l'audience, il vient probablement du fait qu'effectivement, on est rentré dans un modèle qui ne valorise pas l'environnement, comme le disait Robin et comme le disait Xavier, mais qui ne valorise que la performance. Et donc la publicité, entre guillemets, crève un peu de cette notion de performance. Non pas qu'il faille vendre autre chose que la performance, mais on vend le pitch de la publicité digitale est qu'elle est performante et mesurable. En réalité, on mesure beaucoup de choses, on arrive à tracer énormément de choses, on produit énormément de data. Le problème, c'est que cette data, aujourd'hui, très peu de sociétés sont capables d'en faire quelque chose. Donc on est capable effectivement de mesurer, on est capable de dire dans quelle mesure on a été performant, dans quelle mesure on a pu produire des données. Mais aujourd'hui, je pense que le nombre d'annonceurs qui sont équipés, non pas en technologie, mais en équipe humaine, de façon à pouvoir traiter la donnée post-campagne et savoir exactement quels ont été les critères d'efficacité, en fait, est assez limité. Donc en réalité, aujourd'hui, je trouve qu'on valorise le fait que le digital est un média performant, mais cette performance est mal valorisée parce que derrière, elle est mal mesurée. Non pas parce qu'il y a un manque d'outils, mais parce que ça demande en fait des moyens qui sont colossaux, des moyens humains, des équipes qui devraient être dédiées à ça pour, en réalité, pouvoir exploiter l'ensemble des données qu'on produit. Donc, finalement, oui, c'est un média, ou en tout cas, c'est un canal marketing qui, essentiellement, est tourné vers la performance, mais qui, aujourd'hui, parce qu'il se vend mal, parce que derrière, les investissements qui pourraient permettre qu'il se vende mieux ne sont pas faits sur l'ensemble du marché, n'arrivent pas à s'autofinancer. Et il n'arrive pas à s'autofinancer parce que peut-être on a fait une erreur de sémantique ou une erreur de vision, tous collectivement, en pensant qu'Internet était un média, alors que ce n'est peut-être qu'un canal de distribution. Et que si c'est un canal de distribution, il distribue des médias. Ces médias, c'est de l'audiovisuel. On le voit de plus en plus aujourd'hui, la consommation d'Internet est de plus en plus tournée vers la vidéo. Ces médias, c'est de l'écrit. Ces médias, c'est du son. Et aujourd'hui, Internet n'a pas inventé réellement un nouveau média. Internet est un mélange de médias et de modes de communication qui préexistaient. Donc si la publicité, quand bien même elle serait mieux valorisée, pouvait peut-être financer le média, je pense que c'est trop demander à la publicité de financer le canal de diffusion. Je pense qu'aujourd'hui, les affichages sur les colonnes Maurice n'ont pas vocation à financer le coût d'installation des colonnes Maurice. En tout cas, pas sur une durée courte. Même si Deco en fait, a fait un très beau business autour de ça. En fait, en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai sujet qui est comment mieux valoriser la capacité de l'Internet à délivrer de la performance de façon à ce que ça puisse financer la production des contenus et des services. Et il y a un autre sujet qui est comment faire de sorte de financer l'accès à ces contenus, à ces services. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Delphine Ernotte précédemment. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux de prix d'accès qui sont probablement trop faibles pour financer les investissements en infrastructure, trop faibles pour financer l'ensemble des acteurs de l'écosystème, et trop faibles aussi puisque ceux qui produisent du contenu, a priori, n'en tirent pas beaucoup de profit. Je pense que la télé se rémunère auprès des câbles opérateurs et des opérateurs satellitaires en partageant les recettes de l'abonnement. Sur un certain nombre en fait, de médias, l'utilisateur paye pour avoir accès au contenu. Donc je pense qu'aujourd'hui, probablement, l'accès
parce que l'équilibre de marché est tel qu'il est aujourd'hui. L'accès Internet est trop peu cher pour financer l'ensemble de l'économie digitale. Et par ailleurs, il me paraît assez illusoire de penser que l'ensemble des contenus doit ou peut rester gratuit éternellement. Je n'ai pas dit qu'il devait devenir payant, mais je pense qu'aujourd'hui, il est assez illusoire de penser que cet accès peut être financé que par des forfaits fournisseurs d'accès très bas, sans que l'utilisateur ait à payer pour avoir accès à un certain type de contenu, à un certain type de service. Donc ce problème de monétisation, puisque problème il est lié au fait qu'on n'est pas encore sur un média mature qui a réussi à valoriser toute sa capacité d'action et tous ses talents, et qu'on est en train peut-être de mélanger depuis une petite quinzaine d'années à la fois l'accès au digital et le contenu lui-même. Et que probablement il faudra un équilibre des modèles équivalent peut-être à celui de la presse où finalement, à part quelques exceptions, la plupart des médias vivent tout autant de leur diffusion payée que de la publicité. Pourquoi les médias diffusés sur Internet ne pourraient pas vivre aussi de la publicité et de la diffusion payée? Julien Billot, avec les pages jaunes, vous êtes sur un marché particulier qui est le marché local, qui est difficile, concurrentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel levier, quels outils vous utilisez pour tenter de monétiser ce marché? Écoutez, la réalité, je vais totalement rebondir sur le point de Cyril, c'est que quand vous regardez l'audience en France des 20 ou 30 plus gros acteurs Internet, il n'y en a que 2 qui gagnent massivement de l'argent, de la publicité, Google et nous. Et quand on dit nous, il faut quand même avoir en tête ce qu'on génère comme publicité, puisqu'on ne vit que de la publicité en tant que groupe. Nous, on génère à peu près 600 millions, aujourd'hui un petit peu plus de 600 millions de revenus publicitaires uniquement en France. Si on le ramène au nombre de visites qu'on génère, évidemment, c'est encore plus spectaculaire. On génère à peu près 1,3 milliard de recherches de professionnels en France pour 600 millions de publicités. Vous voyez, quand on parle d'un CPM à 1 euro du 1000, nous, on est plutôt à des CPM induits à 15 euros du 1000 ou quasiment à 50 centimes d'euros la recherche. Donc évidemment, c'est des chiffres qui n'ont rien à voir par rapport à des médias plus traditionnels. Il y a une raison très profonde à ça. D'abord, on se qualifie de média parce qu'on se fait plaisir. En réalité, on est plutôt un outil serviciel. Et notre métier à nous, c'est de mettre en relation des utilisateurs et des annonceurs, et notamment des annonceurs locaux. Alors derrière les utilisateurs, évidemment, on feuillette pas page jaune, on ne va pas sur page jaune pour s'amuser. Quand on cherche plombier sur page jaune, c'est qu'en général, on en a besoin d'un, et plutôt tout de suite. Et donc, on a un trafic extrêmement utilitaire. Pour vous donner quand même quelques chiffres aussi là-dessus, une recherche sur page jaune se traduit par un acte d'achat dans 50% des cas. C'est-à-dire qu'une recherche génère à peu près, une recherche génère 0,7 appels, et un appel génère 0,7 actes d'achat. Donc, une recherche égale 0,5 actes d'achat. Donc évidemment, la monétisation du trafic, on parlait d'utilité, le call to action finalement qu'on génère est extrêmement important. Et on le mesure, on a masqué nos numéros de téléphone dans pagejaune.fr récemment. Il y a plus de 600 millions de numéros qui vont être démasqués rien que sur pagejaune.fr l'année prochaine. Voilà. Donc 600 millions de numéros qui sont démasqués, ce sont des gens qui vont appeler... Masqué, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous êtes utilisateur de pagejaune.fr, pour voir le numéro de téléphone du pro, vous cliquez sur tout, voir le numéro. On vous demande juste de cliquer, on ne vous l'affiche pas dès la liste réponse. Ça nous permet de mesurer justement combien de fois, au-delà de l'affichage qu'on donne, combien de fois les gens cliquent pour appeler. Rien que sur le web, ça va être plus de 600 millions de démasquages de numéros. Si on rajoute le mobile, ça fera 1 milliard en 2013. Donc en fait, nos utilisateurs vont appeler 1 milliard de fois des professionnels en 2013. Et donc évidemment, c'est ça qui sous-tend notre monétisation et qui fait évidemment qu'on a un modèle publicitaire qui est totalement différent de n'importe quel autre modèle qu'on peut imaginer. Alors néanmoins, on retrouve quand même des logiques que vous avez exprimées, Bertrand notamment, c'est-à-dire que la publicité locale, en réalité, depuis très longtemps, est au confluent de 2 modèles. Le premier, c'est le modèle de retour sur investissement. De plus en plus, nos annonceurs nous demandent des mesures de retour sur investissement, des mesures de clics, des mesures d'appel qu'on fait depuis très longtemps. Le masquage du numéro en fait partie. Et les annonceurs locaux, en réalité, sont très matures par rapport à cette notion de retour sur investissement. Et puis l'autre phénomène, c'est la logique de branded content. Finalement, quand vous êtes un professionnel, la réalité couvre le digital à un professionnel, c'est la capacité lui aussi à se marketer comme un grand, c'est-à-dire à avoir la capacité d'avoir son propre site web, d'avoir sa visibilité, sa page Facebook, son référencement naturel. Et ça, vraiment, c'est les 2 modèles dans lesquels on est. On est un média d'audience très importante, on génère une audience extrêmement qualifiée pour le coup et avec un très fort retour sur investissement pour l'annonceur. Et en parallèle, on est capable de mettre en visibilité, c'est le cœur de notre modèle, le contenu de l'annonceur, dans ces logiques de branded content. Et c'est l'équilibre en fait entre ces 2 modèles qui aujourd'hui fait la valeur de notre monétisation et qui fait de nous évidemment un être assez atypique
on va dire, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Mais justement, l'extension de valeur ou l'extension de performance, ça va être quoi? Ça va être de faire des mini-sites locaux un peu plus étoffés. Enfin, c'est dans la densification, entre guillemets, des mini-sites des annonceurs. C'est dans une intégration plus poussée du chemin vers la transaction. C'est pourquoi pas les deux, d'ailleurs. Oui, ou est-ce que c'est encore une troisième voie? Non, c'est les deux. Enfin, je pense qu'on a effectivement ce double phénomène. On a un premier phénomène qui est, historiquement, on a vendu de l'affichage. En gros, on vendait du pixel sur page jaune, dans l'annuaire papier ou dans l'Internet. De plus en plus, en fait, on vend du lead, on vend de la transaction, on vend du clic, on vend du réel retour sur investissement. Et on va dire segment d'annonceur par segment d'annonceur, on voit les modèles évoluer vers ça et on s'adapte évidemment à ces modèles. Et puis le deuxième, c'est que de plus en plus, on est une agence de communication locale en réalité. C'est que nos annonceurs, ils sont effrayés de la complexité du digital, même les plus grands dans certains cas, notamment quand ils ont beaucoup de points de vente. Et ils nous demandent de gérer pour eux cette complexité. Quand vous êtes un annonceur aujourd'hui, vous voulez être présent, vous pouvez avoir votre site, votre page Facebook, pourquoi pas votre site adapté au mobile, vous voulez avoir du référencement naturel, vous voulez avoir des fans sur Facebook, vous voulez éventuellement avoir un fil Twitter. Bon, comment on peut vous aider à gérer ça? Alors certains vont le faire eux-mêmes, bien évidemment, les plus avancés, mais quand vous êtes bouché dans la Creuse, vraisemblablement, vous ne voulez pas le faire vous-même. Et c'est là où nous on intervient, parce qu'en réalité, à la fois on sait délivrer un trafic à RSI, mais aussi on a une structure industrielle qui nous permet de produire des contenus de qualité à assez bas coût, qui nous permettent vraiment de donner à tout annonceur, même le plus petit, la possibilité d'agir comme un grand. On travaille quand même sur 4 millions de professionnels en France et on a 700 000 annonceurs. Donc nous, notre annonceur moyen chez nous, il dépense 1 500 € par an. Donc on est très loin évidemment des montants qu'on peut imaginer par ailleurs, mais par contre c'est ce maillage territorial qui fait qu'au final on est capable d'agir différemment et d'agir dans les deux configurations, contenu et RSI. Et le fait d'aller plus loin vers la transaction, c'est les verticales que vous avez installées à travers un certain nombre de rachats autour de la restauration, du spectacle, etc. Ou est-ce que ça peut se faire sous la marque Page Jaune elle-même? Alors c'est deux choses. En fait, on a un modèle à la fois de médias horizontal puissant, puisque le site Page Jaune, en tant que groupe, on est 5e, 6e, 7e groupe français sur Internet et le mobile. Donc ça, on a des médias qui vont rester généralistes en grande majorité. Par contre, côté commercial, effectivement, ça passe par une bien meilleure segmentation des offres. Et alors qu'historiquement, nos vendeurs voyaient dans la même journée un restaurant, un hôtel, une pompe funèbre et un plombier, plus peut-être, demain, ils verront que des restaurants et des hôtels, ou que des plombiers et des gens qui font des vérandas, ou que des agences immobilières. Donc dans une logique qui nous permet justement d'être beaucoup plus fin dans la capacité à répondre exactement aux besoins du client. Enfin, le marché local, encore une fois, évolue très vite et beaucoup vers la transaction. Vous prenez l'exemple de l'hôtel, par exemple, il y a 10 ans, pour faire simple. Il n'y avait pas Booking, il n'y avait pas Expedia, il n'y avait pas TripAdvisor. Les hôtels, la seule façon pour eux de se faire connaître, c'est d'acheter de la pub dans Page Jaune. Maintenant, pour tout internaute normalement constitué, quand vous cherchez un hôtel, vous allez sur TripAdvisor, Booking, Expedia. Et tout se fait par la transaction. Et en fait, les hôtels n'achètent plus de publicité, ils rémunèrent à la transaction des acteurs qui leur amènent des leads. Voilà, c'est un secteur d'activité éminemment local qui a complètement basculé de la pub vers le transactionnel. Et on le voit graduellement sur la plupart des secteurs. Et donc nous, on s'adapte secteur par secteur pour répondre à ces sujets-là et bouger en même temps que l'industrie. Est-ce que du coup la logique, ça serait pas que de la même manière que Google a fait une partie de sa fortune avec les AdWords, donc et avec des liens sponsors, qui étaient dispersés partout dans Internet, que d'une certaine manière le formulaire Page Jaune, vous en fassiez une commodité que vous placez sur tous vos sites? Oui. Mais c'est un sur peu. Tous les sites, je veux dire, En réalité, c'est déjà une stratégie qu'on a. Historiquement, Page Jaune ne diffusait ses contenus que sur ses propres sites. Depuis 3-4 ans, on a d'abord fortement mis nos contenus dans Google. Ce qu'on appelle le référencement naturel. Aujourd'hui, c'est plus de 10% de notre trafic, 100 millions de visites par an à peu près qui viennent de Google dans le référencement naturel. On a un accord exclusif avec Bing qui fait que chaque fois que vous faites une recherche locale dans Bing, vous voyez du contenu Page Jaune. La même chose avec Yahoo, la même chose avec Ask.com. Et puis, on a de plus en plus des accords de partenariat avec des sites locaux dans lesquels graduellement on met nos contenus. Alors aujourd'hui, c'est plutôt une négociation, on va dire, d'affichage publicitaire en quelque sorte. On prend de l'espace, mais de plus en plus, vous parliez d'AdSense, AdWords, on aura un jour un ad network local Page Jaune avec du AdWords et du AdSense Page Jaune local. Pourquoi? Parce que par définition, on connaît les intentionnistes. Quelqu'un qui vient chez nous, il a besoin de quelque chose. On sait où il le cherche. On est à peu près le seul à avoir l'information du où. Donc on sait le qui quoi, on sait le où. Et que cette donnée-là, évidemment, on peut la rendre valorisable à la fois à des tiers extérieurs, mais aussi pour permettre de monétiser des sites, complémentairement à leur business model actuel, mais qui permet évidemment de quelqu'un qui cherche, par exemple de l'équipe, quelqu'un qui cherche un équipement sportif aujourd'hui ou magasin de sport sur Page Jaune, évidemment, s'il va sur l'équipe, ça a beaucoup de valeur pour l'équipe et pour nous, qu'on lui dise, voilà, les magasins ou les promotions des magasins de sport, s'il a cherché sur Lyon, autour de Lyon. Voilà, donc c'est quelque chose, on est dans cette logique finalement de syndication de contenu et de publicité locale, contextualisée sur l'ensemble des sites français.
Merci beaucoup. Pour terminer ce tour de table avec Denis Terrien, en fait, il y avait quand même une logique qui était de partir des médias traditionnels et de la publicité traditionnelle et d'aller vers des choses de plus en plus tournées, disons, vers la transaction. Et donc, vous dirigez le groupe 3SI. 3SI, mieux connu pour ses marques 3 Suisse, Blancheport notamment, mais aussi pour l'activité que vous avez développée à travers, je crois, 3SI Services, de prestations pour le compte de tiers sur certaines briques du e-commerce et donc permettant à des sites ou à des acteurs tiers d'intégrer le e-commerce. Vous le raconterez mieux que moi, donc je vais vous laisser le faire et puis peut-être après on reviendra à la logique de cette évolution et à la stratégie qu'elle traduit. D'accord. Bonjour à tous. Alors le groupe 3SI, qui n'est pas connu, est aujourd'hui le 3e groupe d'Internet en France. Le 3e groupe d'e-commerce en France, avec tout un tas de marques. Et c'est Sophie Dupont, qui habite à Romorantin, qui va acheter pour sa mère, qui habite à Marseille, un manteau parce qu'il pleut. Et elle va aller sur le site Blancheport, qui est le premier portail d'habillement senior en France, qui appartient au groupe. C'est cette même Sophie qui a besoin de nouveaux draps pour sa maison de vacances et qui va aller sur le site Becquet, qui vend plus de 100 millions d'euros de draps et de linge pour la salle de bain par an, et elle fera ça sur Internet. Et c'est le mari de Sophie, Nicolas, qui est architecte et qui va refaire son bureau chez lui et qui va aller sur un autre site qui s'appelle Bruno, ou Jean-Marie Bruno avant, et qui va commander et se faire livrer par la petite camionnette Bruno électrique son nouveau bureau. Donc aujourd'hui, le groupe 3SI, c'est 21 millions de visiteurs uniques par mois. Nous sommes le 3e groupe d'e-commerce en France, le 12e en Europe. Et donc il y a eu tout un tas de réflexions sur comment monétiser ces clients et ce trafic. Alors comme tout un tas d'autres sites d'e-commerce, on a essayé la pub. Et même le géant Amazon fait à peu près 1% de son chiffre d'affaires sur la pub. Alors que quand vous allez sur le site d'Amazon, vous voyez très très souvent de la pub. Au dernier chiffre, c'était à peu près 600 millions de dollars pour 46 milliards de chiffre d'affaires. Cdiscount a aussi de son côté essayé de monétiser avec beaucoup de pubs et je crois qu'ils en sont un petit peu revenus. Et parce que sur un site d'e-commerce, on ne vient pas là pour acheter de la pub, on vient là pour acheter un produit. La problématique venait de comment monétiser ce que l'on avait. Et on est allé dans l'autre sens. On a dit plutôt que monétiser nos clients, on va monétiser nos compétences. Et, pardon, Sophie, son mari, son cousin, etc., ça fait combien à la fin de contact mensuel de clients Sur l'Europe, c'est 21 millions de visiteurs uniques par mois. D'accord. Voilà. Et on s'est dit, plutôt que donc de monétiser ces contacts, on va monétiser nos compétences. Pourquoi monétiser nos compétences ? L'e-commerce, c'est une ruée vers l'or. Il y a un an 100 000 sites d'e-commerce en France. Il y en a 120 000 cette année. Il y a 50 sites d'e-commerce qui se créent chaque jour. Et donc, si jamais on pense à la ruée vers l'or, tout le monde va chercher de l'or. Certains trouvent le bon filot, donc le cherchent encore. En revanche, les vendeurs de pelles et de tamis sont toujours là et gagnent toujours de l'argent. Donc, nous sommes devenus le premier vendeur de pelles et de tamis aux e-commerçants en France. Quelques exemples. Si jamais vous commandez aujourd'hui sur vente privée et que vous vous faites livrer, je sais pas quoi, une machine à laver que vous avez commandée, c'est nous qui la livrons. Vous allez sur Rue du Commerce et commandez quelque chose, ou vous allez sur Kiabi et commandez un habit, vous le faites livrer sur un point mondial relais, c'est chez nous. On livre plus d'1 colis par seconde. Notre plus grande concurrent, c'est la Poste. Aujourd'hui, vous allez sur 30% des sites en France. Les photos qui sont prises, c'est nous qui les avons prises. On a 30% du marché de la photo sur Internet. Vous allez sur le site de L'Oréal, vous les appelez, c'est nous que vous appelez. Car on fait toute la prestation téléphonique pour L'Oréal, pour Marika qui habite en Allemagne, qui va prendre une commande sur L'Oréal.de. Et appeler Sophie pour savoir si... Voilà. Et ça, c'est nous aussi. Et donc, plutôt que cette monétisation, au lieu de monétiser le trafic, on a regardé les compétences internes que l'on a fait et on s'est mis à vendre des pelles et des tamis à tous les e-commerçants. Aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur privé de services aux e-commerçants. Et pour donner une notion de la taille, eBay a racheté pour plusieurs milliards une société qui s'appelle GSI Commerce,
qui fait ça, qui aide des sites aux États-Unis à se développer. GSI Commerce s'est créé il y a 15 ans. Ils font 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons créé cette activité il y a 3 ans. Nous faisons 300 millions d'euros de chiffre d'affaires là-dessus. Sur l'aspect prestation pour le compte de tiers. Rien que sur l'aspect de prestation. Et 300 millions, ça représente quoi par rapport à l'ensemble du groupe? C'est 20% du chiffre d'affaires. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est 50% des employés du groupe. Et donc 50% des employés du groupe, qui historiquement travaillaient pour Blancheport, par exemple, c'est la tante de Sophie, qui travaillait dans un centre de distribution pour Blancheport, qui aujourd'hui, au lieu d'impacter les produits de Blancheport, impacte non seulement les produits de Blancheport, mais aussi de ceux de L'Oréal. Et nous avons ouvert le plus grand centre de traitement de commandes de l'e-commerce en France, qui se trouve dans le nord de la France. Juste une question, vous préférez vendre des pelles que des clics, mais qu'est-ce que vous faites des clics? Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé... Alors, les clics, nous les gardons pour vendre nos produits sur les produits d'e-commerce que nous avons, que ce soit Blancheport, Becquet, que j'ai cité tout à l'heure. Mais la monétisation des clics, on parlait tout à l'heure, les ramasser à l'appel et essayer de les vendre, il y a quelques exceptions à la règle. Page Jaune en est un, Google en est un autre, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé une manière de monétiser ça d'une manière efficace. Pour défendre quand même un peu la publicité, sur Amazon, ils font certes 46 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 600 millions de dollars de chiffre d'affaires publicitaire, mais d'un côté, il y a 100% de marge et de l'autre côté, il y en a un peu moins. Donc ça représente probablement 1% de leur chiffre d'affaires, mais en termes de marge, je pense que la publicité a encore en fait quelques raisons d'être. Alors évidemment, en fait, c'est pas le cœur de métier et de rentabilité des e-commerçants, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est une contribution à la marge nette d'un modèle de e-commerce en fait qui est pas totalement négligeable, étant donné que les marges des e-commerçants sont pas non plus en fait les plus généreuses qui soient. Amazon perdait de l'argent l'an dernier. Voilà. Pour développer l'efficacité d'ailleurs aussi de vos ventes et à la fois de vos sites et de ceux que vous aidez, est-ce que vous êtes tenté d'aller aussi vers le contenu, ce qu'on évoquait au démarrage avec notamment l'exemple d'Auchan, donc sans que ça soit sur Internet, dans d'autres environnements, et contextualiser davantage les produits que Sophie et le reste de sa famille vont acheter. Enfin bref, donc éditorialiser davantage vos sites. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Web 2.0, sur lequel on a une relation avec des communautés. Et nous avons effectivement lancé 2 sites communautaires, un pour les seniors, qui s'appelle Mojos, et un autre pour les assistantes, qui s'appelle Calico. On en lance. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver un modèle économique là-dessus. Être dedans, ça fait qu'on a le pied dedans et on voit les évolutions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus où on trouve une profitabilité et une rentabilité. Sur ces communautés, vous voulez dire? Donc sur ces sites communautaires. C'est une démarche que pour l'instant, vous avez testé, que vous avez... On teste et on continue de tester. C'est un investissement, mais on n'arrive pas à trouver une démarche, une rentabilité. En revanche, pour tout ce qui est service, à vendre des pelles et des tamis, ça marche très bien. Et dans les partenaires que vous avez cités tout à l'heure, il ne me semble pas avoir entendu de partenaires médias. Et on pourrait imaginer, alors je vois Xavier Spender, mais par exemple que vous opériez avec 3SI une offre de e-commerce, de boutiques de maillots, de shorts et de autres pour le compte de l'équipe, ou c'est juste c'est conjoncturel ou fortuit le fait que vous n'ayez pas eu d'alliance à date avec des médias, ou est-ce que c'est quelque chose de pensé Alors c'est quelque chose de pensé. Si jamais on pense, qu'est-ce que c'est que le commerce? C'est l'achat, donc c'est le collectionning, décider ce qu'on va vendre. C'est l'acte d'achat, où est-ce qu'on source ce produit, et après la relation au client. Ça, c'est le cœur nucléaire de toute société commerciale. Je pense que mon collègue d'Auchan ne dira pas l'inverse. Donc là-dessus, nous ne rentrons pas, parce que nous pensons que chaque société commerciale doit garder cette spécificité. Donc si jamais l'équipe décide de se mettre à vendre des maillots, il leur appartient de définir les maillots de quelles équipes ils vont vendre, où est-ce qu'ils vont se fournir, et puis après avoir leur relation client. En revanche, tout le reste... Et de prendre le risque du stock, ou ça, c'est des choses qui se discutent? Ça, je pense que si jamais on est commerçant, on va prendre le risque du stock parce qu'on se fait de la marge. Bon, on vend quelques maillots, voilà, déjà, mais ils sont fournis par les équipes de Robin. C'est pour ça. Donc il y a quelques offres de e-commerce. Donc c'est M6 qui porte le stock.
Voilà. jusqu'à présent. En revanche, pour l'équipe et donc M6, si jamais ils veulent que ces maillots soient stockés quelque part, on peut les stocker. Si jamais ils veulent qu'ils soient livrés, on les livre à domicile ou dans des points relais. Et si jamais les personnes qui ont reçu le maillot ont une réclamation ou autre, on peut aussi répondre au téléphone pour eux. Et on peut même prendre en photo les maillots. D'accord, par contre, c'est pas vous qui gérez la commande et la transaction stricto sensu. Ça, a priori, c'est quelque chose que vous n'intégrez pas. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas. L'équipe, finalement, elle marche sur deux jambes. Bien évidemment, il y a la publicité, hein, donc on va dire que c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires du groupe, et puis l'autre moitié, c'est quand même les contenus et la vente des contenus, la valorisation des contenus. Donc c'est vrai qu'on est à la fois un média payant et puis un média qui aujourd'hui a une part importante de ses revenus qui viennent de la publicité, et le lancement de l'équipe 21 montre bien que la part publicitaire a tendance à accroître. Ce que je voulais dire, c'est que même si ces deux jambes aujourd'hui, l'une parce qu'elle subit la crise actuelle de la publicité, l'autre parce qu'elle subit les affres de la presse en général, sont un peu en recherche de nouvelles énergies pour avancer. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire comment demain on va réussir cette transformation pour passer de médias de contenu payant dans le physique vers le digital. Et c'est des projets de transformation très importants qu'on retrouve dans de nombreux médias, particulièrement aujourd'hui dans les groupes de presse. Et je crois que c'est une chose, c'est une vraie question. C'est comment demain on va réussir à valoriser aussi bien que nous le faisions par le passé dans le monde physique, nos contenus dans le digital. Donc ça passe par une transformation assez forte de nos organisations, de nos métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, par une nouvelle relation avec le consommateur. Également l'intégration de la dimension sociale dans la gestion de la relation, puisque par essence, nos médias étaient des médias un peu tour d'ivoire, pour reprendre un anglicisme très top-down. Eh bien aujourd'hui, il faut qu'on sache intégrer ce nouvel outil marketing que nous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux pour être capable de construire une nouvelle relation avec nos consommateurs. Donc ça, c'est un enjeu important, et cet enjeu, finalement, il va nécessiter un cadre général qui nous permette d'assurer cette transformation. Elle est complexe, elle est longue, on le voit bien. Hein. Aujourd'hui, nous, on vend un peu moins de 5000 journaux tous les jours en digital. Je rappelle par rapport aux 270 000 qu'on a pu vendre en moyenne l'an dernier, donc c'est un chiffre qui reste limité. Il y a des gros moyens, il y a vraiment la volonté de former des nouvelles équipes pour être capable de faire ce basculement. Et puis il faut également que l'environnement soit adapté à ce basculement. Et je crois que là, il y a un travail à faire en commun entre les éditeurs, mais peut-être également avec l'aide des régulateurs et des pouvoirs publics, pour permettre d'avoir ces briques qui nous fassent affronter ce changement radical dans la valorisation des contenus sur le digital. Et je pense par exemple à la mise en commun de moyens, de plateformes. Donc il y a Cyril à ma gauche, donc je pense typiquement qui manque en France une grande plateforme de paiement one-click qui soit ouverte à tous les éditeurs, qui soit capable d'intégrer l'ensemble des foyers français et qui permette très simplement à tous les éditeurs, éventuellement à tous les e-commerçants qui souhaiteraient utiliser du micro-paiement, en appuyant sur un bouton, aussi simplement qu'ils le font aujourd'hui dans le store d'Apple, d'être capable d'acheter un contenu. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental. C'est qu'on a réussi à construire notre industrie d'éditeurs digitaux sur les bases du Minitel, parce qu'il y avait une infrastructure qui était homogène, simple, qui a permis un transfert de valeur très simple. C'est pas à nous de construire des outils de paiement. C'est pas notre métier. De la même manière, avec certains éditeurs de presse, on a construit un kiosque pour être capable de distribuer nos titres. Je pense que là aussi, c'est important que ces outils soient des outils les plus larges possibles et qui permettent de mieux valoriser les contenus. Autre sujet qui a été à l'ordre du jour il y a quelques semaines, les plateformes vidéo. Aujourd'hui, tous les éditeurs produisent des vidéos. C'est pas notre métier de construire des plateformes de vidéo pour être capable de distribuer nos contenus. Il pourrait y avoir des standards, des plateformes, et ce qui nous permettrait quand même de faire front face aujourd'hui aux plateformes qui peuvent venir au-delà de l'Europe.
et de proposer à tous les éditeurs, quelle que soit leur taille, des outils qui pourraient être financés soit par la collectivité des éditeurs, soit même sur des fonds publics, pour que l'ensemble de ces outils permettent de développer la valorisation des contenus dans le digital. Donc il y a comme ça quelques sujets qui, à mon avis, sont d'intérêt général et qui mériteraient d'être travaillés, d'être portés par la collectivité pour permettre aux éditeurs non seulement de pouvoir se développer demain grâce à la publicité, mais également en valorisant leur contenu, parce que c'est finalement, nous, notre métier, valoriser nos contenus. Donc on a besoin de plateformes de vidéo, et il y en a une qui est très bien, qui marche bien, et qu'il faudrait peut-être en faire presque un service public. C'est la même chose pour les moyens de paiement, c'est la même chose, je pense, pour les kiosques, et comme ça permettrait à tous les éditeurs d'arriver à se développer. Et tout ça nécessite également, et ça sera un peu mon dernier point, un cadre réglementaire et un cadre législatif qui soient, là aussi, stables. Aujourd'hui, on a des réglementations qui changent tous les jours. On a des contraintes qui sont très fortes pour assurer un métier d'éditeur local sur le marché français. Je pense qu'il faut qu'on repose l'ensemble de ce cadre pour être capable de construire demain des business d'éditeurs pérennes dans le monde du digital. L'hypothèse de la nationalisation de Dailymotion n'avait pas l'air de totalement rencontrer tous les suffrages. Cyril ? Oui, j'ai envie de réagir sur plein de points évoqués par Xavier. Le premier, c'est qu'il faut qu'on se revoie pour parler paiement, bien évidemment. Mais oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, je suis assez optimiste en fait sur le fait qu'on arrive à monétiser les contenus par le paiement, parce que c'est une question d'usage. On a vu que les usages finalement ont évolué très rapidement. Dans la musique, il y a 10 ans, qui aurait dit que nous payerions la musique ? Personne ne payait la musique sur Internet en fait pour ceux qui la consommaient. Et 10 ans après, et même ça s'est réalisé en 5 ans en réalité, iTunes a changé les usages et Spotify et Deezer ont amélioré en fait ou enrichi l'expérience, mais toujours sur un modèle payant pour l'immense partie en fait de l'expérience utilisateur de téléchargement ou d'écoute de musique en streaming de bonne qualité. Sur les jeux vidéo, c'est pareil. Aujourd'hui, les jeux vidéo étaient la première industrie à subir la crise du piratage. C'était les premiers à avoir des problèmes de piratage des DVD, des galettes en fait sur lesquelles ils pressaient soit des CD-ROM, soit des jeux pour PlayStation. Ils se sont réinventés sur le digital et aujourd'hui le free-to-play, donc les jeux en ligne auxquels vous commencez à jouer gratuitement avant de passer à des niveaux payants, c'est un marché de plus d'1 milliard d'euros en France. Donc tout ça, ce sont des choses en fait qui évoluent de façon souterraine ou de façon très visible pour la musique. Et je pense que pour l'information, pour les médias, ça sera aussi une évolution naturelle, autant poussée par l'offre, parce que peut-être qu'économiquement, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans cette direction-là, que par la demande, si effectivement il y a des facteurs déclencheurs de changement des usages. Et les téléphones, smartphones et les tablettes ont été probablement ces déclencheurs, puisque aujourd'hui on voit beaucoup d'usagers, beaucoup d'utilisateurs qui payent sur des tablettes et sur des smartphones des choses qu'ils avaient gratuitement sur leur PC. Et donc je pense que petit à petit on ira vers des usages qui vont évoluer et accepter le paiement. Il faut bien évidemment, et c'est le dernier point en fait, je pense en fait une simplification du marché, et je ne sais pas si c'est par l'intervention publique ou si c'est par une consolidation naturelle des acteurs économiques, mais moi aussi au fait je trouve que ça serait une excellente chose qu'il y ait des plateformes qui soient un petit peu plus globales, un petit peu plus simplificatrices, un petit peu plus holistiques au fait, qui émergent sur les différents marchés européens ou sur l'ensemble des marchés européens, et qu'il y ait plus de diversité dans le monde de la distribution des contenus que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, où en dehors en fait, de l'aspect Google bashing ou Facebook bashing, on voit une concentration de la distribution entre la main de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, ce qui crée quand même en fait, une distorsion en fait, des relations économiques entre ceux qui souhaitent se faire distribuer, qui produisent des services ou des contenus, et ceux qui maîtrisent la distribution et qui captent la marge aujourd'hui. Et donc il y a probablement là pour le coup de la régulation à faire sur la distribution. Il y en a dans la distribution physique, on pourrait se poser la question pourquoi il n'y en a pas dans la distribution digitale, et créer une alternative à ces plateformes qui aujourd'hui avance sans réelle concurrence sur ces différents sujets et pas forcément au meilleur intérêt des producteurs de médias qui sont forcés de leur laisser une bonne partie de la marge en tant que distributeur. Dans quel monde de distribution voit-on un distributeur prendre 30% sur la vente d'un produit ? Est-ce qu'aujourd'hui 3SI, Auchan, Carrefour pratiquent 30% de marge sur la distribution d'un produit ? J'en doute. Pourtant, sur le digital, c'est installé comme une norme. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que ça peut changer ? Probablement. Je pense, Cyril, il y a quelque chose de très vrai.
On a parlé du Minitel comme bon exemple des contenus, ce que Xavier a dit, et en fait, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'on revient sur des écosystèmes verticaux qui ont beaucoup de vertus, mais il ne faut pas oublier que celui qui contrôle l'écosystème vertical, c'est celui qui contrôle alors soit le fabricant du terminal, soit l'operating system. Et qu'en fait, on a maintenant un monde digital qui, au lieu d'être, qui se fragmente à travers les fabricants de terminaux. Et ça a une conséquence, mais qui peut être aussi, qui est à la fois une contrainte et une opportunité. La contrainte, c'est qu'évidemment, c'est très difficile d'accéder au client final sans passer par les fourches codines de ces fabricants de terminaux, et ça va l'être de plus en plus. Et ça, effectivement, le régulateur pourrait se poser utilement la question. Mais ça a aussi un avantage, c'est que, du coup, le monde devient fragmenté. Et comme le monde devient fragmenté, des gens qui sont capables de porter un front unique, notamment de contact multiplateforme face aux annonceurs, reprennent de la valeur. Aujourd'hui, très concrètement, si je suis un annonceur, je veux parler à un possesseur d'iPhone, un possesseur d'Android, un possesseur de Windows 8, etc., je suis obligé de faire Z campagne, maîtriser Z environnement, Z terminaux ou autre. C'est pas si simple. Nous, on le voit sur le marché local. En inverse, quelqu'un qui passe à travers PageJaunes, c'est à PageJaunes de gérer cette complexité pour le compte de l'annonceur. Et donc, quelque part, la fragmentation est une menace, elle est aussi une opportunité pour des gens qui seront capables, vis-à-vis des annonceurs, petits ou grands, finalement de simplifier la complexité. Ça exactement la même chose dans les actes d'achat. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir surveiller comment ça évolue. Évidemment, il y a un sujet de rapport de force entre des acteurs globaux, mondiaux, qui gèrent des plateformes, et des acteurs médias plus locaux par définition, qui eux peuvent gérer d'une relation. Mais je pense que le rapport de force peut être plus équilibré à condition d'offrir une promesse quelque part sans couture, indépendamment des différentes plateformes. Une des forces historiques de la VPC était le management de data. On peut voir aujourd'hui que ces compétences qui étaient dans le groupe sont restées aussi dans le web. La difficulté, comme le disait Cyril tout à l'heure, c'est que dans le web, dans l'e-commerce aujourd'hui, c'est une industrie dans laquelle il n'y a pas de profitabilité. Il n'y a que quelques sites qui sont profitables. Hein. On cite toujours les mêmes, vente privée et peut-être un ou deux autres. Sinon, par exemple en textile, le textile vendu sur Internet, c'est 3 milliards d'euros et 300 millions de pertes l'an dernier. Et donc la difficulté vient que, oui, on a énormément de données, les acteurs les gèrent au mieux. En revanche, les marges étant limitées, on a perdu sur le net à peu près 10 à 20 points de marge. Il faut se réinventer totalement. Bertrand, Stéphanie, dans l'ordre que vous voulez. Non, juste pour réagir sur ce point-là, il y a quand même une révolution digitale qui fait que les agences au service des annonceurs, donc parlons directement des annonceurs, vont enfin pouvoir faire quelque chose de concret avec la donnée. C'est les ad exchange quand même. Parce que jusqu'à présent, on avait de la donnée, on savait l'analyser, mais on ne savait surtout pas en quoi la mettre en œuvre au service du ciblage. Là, aujourd'hui, avec les places de marché des ad exchange, on sait quoi en faire de la donnée. Donc, au-delà de la commercialisation de l'audience, des sites qui connaissent bien leur trafic, qui connaissent bien leurs consommateurs et qui sont capables de livrer des clusters de consommateurs peuvent trouver une deuxième source de monétisation qui est de la donnée. Et je crois qu'il y a une étude assez intéressante sur le marché des ad exchange qui a eu lieu il n'y a pas longtemps aux États-Unis, qui, quand on décompose le prix du CPM acheté ou acheté par l'annonceur in fine via les ad exchange, finalement, la part de l'exposition média, c'est 20% du total du coût, et, alors que la donnée qu'on y met est 5 fois la valeur du média qu'on y met. Donc il y a potentiellement un vrai effet de levier pour ceux qui sont prêts à commercialiser la donnée, pour peu que le législateur ne bloque pas trop cette capacité de monétisation-là. Il y a un vrai enjeu là aussi. Il y a une vraie nouvelle voie pour ouvrir des nouveaux revenus pour ceux qui connaissent bien leurs consommateurs et qui ont la possibilité de nous les donner maintenant qu'on a la technologie pour savoir quoi en faire. Alors moi, je voudrais revenir sur le rôle des opérateurs dans tout cet écosystème. On a parlé d'audience. L'audience, avant tout, c'est la capacité à toucher le plus largement possible des utilisateurs, à faire en sorte que cette audience, elle soit monétisée si on vient aussi. Il y a certes la publicité, mais je crois qu'on le voit de plus en plus dans un monde digital. On doit avoir des modèles qui soient équilibrés, qui ne reposent pas simplement sur la publicité, mais aussi soit sur des produits dérivés ou les services payants. Je pourrais reprendre l'exemple que l'on cite souvent autour de la musique en ligne avec Deezer. Deezer, il y a 3 ans, c'était 5000 abonnés payants. Aujourd'hui, on en a 4 millions. Et il y a eu un effet catalyseur autour des offres et du marketing qui a pu être fait par Orange en France et à l'international autour de Deezer. On a l'enjeu autour de ces audiences de
de passer d'un modèle payant, et c'est vrai que le mobile, les tablettes, nous redonnent la possibilité de valoriser cet usage qui était au départ un usage considéré comme gratuit par les utilisateurs. Et le prochain enjeu, ça va être de passer de modèles payants aussi sur l'Internet, sur de la vidéo. Et autour de tout ça, moi je suis peut-être plus adepte des modèles de collaboration entre opérateurs, de l'open innovation, des modèles de collaboration entre acteurs des médias, start-up, acteurs européens des télécoms, plutôt qu'une logique de régulation. Par contre, il faut qu'on soit tous vigilants que les régulations qui soient, ou s'il y a des régulations, elles s'appliquent à tous les acteurs, et je pense que notamment si on veut préserver le financement d'un certain nombre de services par la publicité avec des acteurs européens, il faut être vigilant sur ce qui se fera autour de la Commission européenne sur les cookies, parce que là encore, la publicité fait partie du modèle de financement digital. Aujourd'hui, on est plutôt dans une compétition qui n'est pas forcément très équilibrée pour les acteurs médias locaux par rapport à des gros acteurs de l'Internet qui vont avoir peut-être plus de latitude demain si on n'est pas tous collectivement vigilants. Donc oui pour, je dirais, un peu de régulation, mais et surtout oui pour une coopération et une innovation ouverte entre acteurs européens des différents mondes. Et c'est ce que le digital permet, c'est qu'on est aujourd'hui dans une convergence entre des usages qui étaient avant assez catégorisés et qui deviennent aujourd'hui convergents entre le monde des télécoms, des médias, les startups. Et ça, c'est toute la promesse qui est rendue par le digital. Un dernier chiffre autour de l'audience et des contenus, c'est que c'est aussi créateur d'emplois. C'était le thème de ce séminaire, c'était fin de crise. Aujourd'hui, le digital, l'industrie des contenus, elle peut créer de l'emploi. Elle en a créé à peu près 400. On prévoit qu'elle en créera 450 000 d'ici 2015. C'est déjà le cas aux États-Unis, mais c'est peut-être aussi en bousculant les modèles traditionnels. Robin, le dernier mot. Oui, je peux vous dire quelques mots pour finir. Bon, sur la télévision dont on a parlé, parce que pour reprendre le cœur du thème, la monétisation de l'audience, alors on a bien décrit pour des chaînes de télévision puissantes, avec les grands rendez-vous, le travail que l'on peut effectuer autour de certains programmes. C'était l'exemple de Top Chef. Un petit mot sur les écrans eux-mêmes. J'avais cité l'exemple d'un disque tout à l'heure. Mais pour aller proche d'un thème qui a été abordé par Bertrand, on a aussi chez M6 fait des opérations de revenus chers. On a fait des opérations dans nos écrans de Media for Equity. Et lorsqu'on voit le succès, par exemple, fantastique de mon album photo, qui est une très très jeune entreprise, qui est aujourd'hui dans le groupe et qui a un succès et une croissance fantastique, c'est la puissance des écrans de la télévision qui permet cela. Et ça continue à se développer. On a Mr. Good Deal aussi. Et quand on va parler de revenus chers, c'est un sujet qui est traité comme le Media for Equity de manière très décontractée, je dirais décomplexée en Allemagne. En France, moi je pense qu'on peut développer ça. Attention cependant à ne pas faire du revenu cher avec des acteurs d'un marché déjà très présent dans la télé pour ne pas créer de distorsion concurrentielle. Donc il faut, je pense, que les médias quelquefois prennent des risques, aillent vers des industriels qui veulent se développer très très vite et profiter des écrans de la télévision puissants. Mais dans ces modèles-là, je pense qu'il y a suffisamment d'exemples sans aller chercher des choses sur des marchés majeurs et créer des problèmes entre nos gros clients, pour être très très clair. Mais ce sera une tendance dans les années à venir, puisqu'on a cette caractéristique qui s'est accentuée avec le marché difficile que nous avons actuellement. C'est-à-dire que les clients sont vraiment là pendant les périodes pleines. Et on a vu, on est plein les grandes télévisions commerciales actuellement, mais la première quinzaine de mai, on était vide. Voilà. Alors, dans des périodes creuses, avec des acteurs qui aujourd'hui sont absents de la télévision et sur des marchés qui ne sont pas des marchés matures télévision, on aura peut-être en effet des initiatives comme celle qu'évoquait Bertrand de revenus chers. Merci de ce qui conclut pas totalement, qui finit pas de répondre à la question du numérique facteur de sortie de crise, mais en tout cas on espère que les réflexions auront été utiles à tout le monde. Et merci beaucoup en tout cas à vous.